Cette semaine au balado, les îles de la Madeleine sur la voie de l'écosocialisme, économie, endettement et taux d'intérêt avec Jonathan Hamel, la réponse du Canada face à la montée des BRICS, recul de la liberté de presse en Tunisie, sans oublier votre grand enjeu de la semaine. Tout cela et bien plus dans votre Libre Podcast. Bonjour et bienvenue à votre Libre Podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse de l'actualité de la semaine Libre Média. Je suis Francis Denis, en compagnie de mon collègue et rédacteur en chef à Libre Média, Jérôme Blanchet-Gravel. Jérôme, bonjour. Bonjour Francis. Notez que l'ensemble des sujets discutés au cours de ce balado sont également traités en format écrit sur le site web de Libre Média au www.libre-media.com. Alors, Jérôme, cette semaine, on en a parlé la semaine dernière, mais c'est une histoire qui évolue parce qu'elle s'insère dans une tendance lourde et lourde dans tous les sens du terme parce qu'elle est difficile à vivre. Selon à l'île aussi de la Madeleine, on en a parlé de ce passe archipel qui avait été abandonné, mais ça continue à se développer. Là, alors que justement, dans un article que tu as publié sur Libre Média, tu fais mention de différentes demandes qui ont été faites, notamment celle de refuser ou renoncer à une mentalité de propriétaire, au luxe, au confort. Alors, parle-nous un peu de quelle est un peu cette mentalité qui s'exprime dans cet écosocialisme aux îles de la Madeleine, mon cher Jérôme. Ouais, ben c'est ça, on est revenu sur ce fameux pass archipel parce que d'abord, j'ai reçu de sortes d'informations de citoyens. On le sait, il y a comme une sorte de journalisme citoyen qui émerge. Donc, j'ai essayé de comprendre là, finalement d'où venait ce fameux projet de pass archipel. Et on voit que c'est pas tombé de nulle part. Et donc, je me suis penché sur un document, en fait qui est le compte-rendu d'une rencontre du Forum des partenaires des îles de la Madeleine, une rencontre qui s'est tenue en novembre 2023. C'est quoi le Forum des partenaires des îles de la Madeleine? C'est vraiment un regroupement d'organismes de la région. En fait, c'est un regroupement qui regroupe, sans pléonasme, tous les groupes, là, finalement, comme l'association touristique, la chambre de commerce, les restaurateurs, vraiment tout le monde, tous les groupes de la société civile qui ont une importance font partie de ce forum-là, qui est très, très officiel. Et il faut se pencher sur les suggestions qui ont été faites lors de cette rencontre-là, qui ont été compilées dans le document. C'est assez incroyable. Vraiment, on est vraiment devant quelque chose traduit vraiment une volonté d'imposer un plus grand contrôle. Donc, j'en énumère quelques-unes de ces propositions. Donc, renoncer à à la mentalité de propriétaire, au luxe et au confort, à la propriété unifamiliale aussi. Donc, on vise à s'attaquer finalement aux maisons aux îles de la Madeleine. On veut valoriser l'économie circulaire, taxer les VUS, qui n'est pas une idée nouvelle, imposer des quotas d'eau et d'électricité, diminuer l'individualisme, moins valoriser la possession personnelle. Donc, on s'attaque même à la propriété, hein, qui est au cœur, évidemment, du système capitaliste. Bon, c'est un terme un peu euh, péjoratif, mais au cœur du libéralisme économique et du libéralisme tout court. On vise également à diminuer les déplacements en auto comme en avion. Ça, c'est pas non plus très nouveau. Donc, on voit qu'aux îles de la Madeleine, et ça, je le savais pas, qu'il y a toute une sorte de mouvement en faveur de l'instauration de ce que moi j'appelle l'éco-socialisme. En fait, c'est pas moi qui ai inventé le concept, là. C'est carrément un courant qui a été théorisé par des penseurs à droite, à gauche. Donc, l'éco-socialisme, forcément, qui est un mélange de socialisme et d'environnementalisme. Donc, il faut se pencher sur la question parce que c'est ça, les choses arrivent jamais par elles-mêmes, hein. C'est-à-dire il y a toujours une généalogie finalement des événements et c'est fascinant parce que à l'événement, il y avait aussi des représentants de plusieurs ministères québécois. Donc, c'est très, très officiel. On ne parle pas d'une assemblée de cuisine, d'un militant d'un parti d'extrême gauche là, qui est anonyme ou marginal. On parle carrément d'une rencontre excessivement formelle et officielle
qui rassemblait notamment des gens des bureaux de la députée fédérale, hein, Diane Laboutier, qui est notamment qui est aussi ministre, je pense, des pêcheries. Le député provincial Joël Arsenault du PQ qu'on connaît pour sa défense des boîtes à lunch durant la pandémie sur Grand Allée à Québec. C'est un peu comique, là. C'est très comique. Tous ces gens-là étaient réunis ensemble, étaient réunis et on ne sait pas par contre comment ils ont réagi à ce genre de suggestions, mais chose certaine, on est carrément devant une volonté de prendre un virage éco-socialiste aux îles de la Madeleine. Est-ce que ça va se concrétiser? Là, on voit qu'il y a un vent d'opposition, mais c'est ça, il y a carrément un changement de mentalité, là. Ouais, ben, selon toi, d'où ça vient ça? Parce que on en parle souvent, bon, des causes un peu ultimes, parce qu'il y a une tendance lourde, là. Donc, et cette volonté un peu de restreindre, est-ce que selon toi, c'est le paradigme liberté-sécurité? Donc, on réduit le nombre de libertés pour permettre, en théorie, plus de sécurité. Est-ce qu'on est dans cette dialectique-là là, qui se manifeste un peu partout dans le monde? Probablement, c'est un des ingrédients de ça. Donc, tu sais, c'est sûr qu'on voit encore une fois l'empreinte de la pandémie, de la gestion de la pandémie sur les mentalités. Hein, donc, tu sais, puis évidemment, le pass archipel qui rappelait le blocage des régions du temps de la COVID. Donc, la sécurité qui est présentée, évidemment, c'est ça, comme une valeur, une des valeurs suprêmes aux côtés de l'environnement. Sécurité, environnement et quoi d'autre? Évidemment, la diversité, mais là, qui apparaît pas ici dans ce cas-là. Donc, évidemment, il y a un enjeu écologique forcément aux îles. On sait, bon, la capacité des infrastructures à supporter un, un- un nombre X de gens présents sur l'île. Ça, on peut le comprendre. C'est-à-dire les ressources aux îles de la Madeleine, quelles qu'elles soient, sont limitées. Donc, c'est une question de capacité. En même temps, c'est ça, c'est qu'on voit encore une fois, là, c'est très clair que ces idées ont été importées finalement. Ce ne sont pas nécessairement des idées qui sont nées localement. Ce sont les idées d'abord de l'ONU, ce sont les objectifs de développement durable de l'ONU, hein, le fameux agenda 2030, qui est carrément une sorte de mantra maintenant dans les ministères, que ce soit au Canada comme partout dans le monde, en Occident surtout. Donc, ce sont des idées qui ont été importées. Ce sont celles, entre guillemets, je trouve que c'est un mot un peu valise, là, mais ce sont les idées du mondialisme. Donc, oui, le paradigme sécuritaire est présent. La semaine dernière, au balado, bon, on avait évoqué une sorte de sentiment de dépossession qui peut-être est à l'origine en partie de ce genre de réaction. En même temps, évidemment, il y a des enjeux locaux qu'on ne saisit pas à 100%. Là. Par exemple, on sait que il y a une sorte de classe de riches, entre guillemets, qui dérange aux îles parce que, bon, elle va s'accaparer peut-être une partie un peu disproportionnée des terrains. Bon, tu sais, quand on vise les maisons unifamiliales, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on s'attaque au Julie Snyder et de ce monde qui. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de jalousie? Tu sais, évidemment, il y a des choses qui. Il faudrait aller à la rencontre des gens directement sur l'île pour saisir toutes les nuances là, du tableau. Mais, euh, mais on voit que dans le fond, c'est ça, c'est que c'est pas l'écosocialisme n'est plus seulement le projet d'une élite urbaine à Montréal, du plateau Mont-Royal, mais carrément un projet qui est appelé à être implanté dans des régions du Québec aussi éloignées que les îles de la Madeleine. Donc, est-ce que demain matin à Saint-Georges-de-Beauce, des gens, c'est quoi que la Beauce est une région plutôt résistante là, en général, mais est-ce qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on va voir des villes qui vont proposer de s'attaquer à la propriété privée? Ben écoute, c'est possible. C'est possible parce que ces idées-là ont carrément pénétré l'ensemble de la société civile. Oui, c'est ça. Dans le fond, on a affaire à plusieurs tendances, là, plusieurs intérêts un peu contradictoires qui s'affirment un peu là-dedans, là, parce qu'on peut penser aussi justement des très grands riches, une taxe ou un code comme celui-là, ça peut leur permettre aussi de préserver un peu le climat d'intimité auquel ils auraient été un jour habitués. Donc, on pourrait, on t'a mentionné Mme Snyder qui aurait, j'ai aucune idée, je connais
pas les potins du tout du végétariat québécois, là. Mais une vedette comme une autre a une maison sur les îles de la Madeleine, en fait la promotion. Cette destination devient ultra populaire et là, elle se ramasse avec beaucoup de touristes dont elle a elle-même fait la promotion. Et donc là, sa belle plage de sable tranquille devient à beaucoup de personnes. Donc peut-être qu'on a cet intérêt-là aussi qui qui s'affirme un peu là. Oui, oui, puis il y a peut-être des. C'est ça, en lisant le rapport, on voit qu'il y a peut-être, c'est ça, pas quelque chose qui nous échappe, mais par exemple, soyez clairs, c'est-à-dire les intentions réelles, est-ce qu'on si on vise à s'attaquer finalement, attaquer le mot est peut-être un peu fort, là, mais est-ce que le problème des Madelinos, c'est le fait qu'ils se sentent envahis par une classe de riches de Montréal ou de la région de Montréal? Peut-être le dire clairement au lieu d'adopter des outils qui sont finalement absolument pas les bons là, et qui sont ceux finalement de la classe qui le dénoncent. Peut-être, je pose une hypothèse, là, mais par exemple, ça sort d'où ça, les propriétés unifamiliales? Pourquoi s'attaquer à la propriété unifamiliale? Je veux dire, c'est carrément un projet anarchiste. On croirait lire Pierre Kropotkin, là, Michel Bakounine. On n'est pas loin de l'abolition de la famille rendu là. Là. Il y a quand même quelque chose de délirant. On voit quand même que des idées qui étaient, il y a quelques années, extrêmement marginales sont devenues mainstream, là, au point que c'est ça, que des gens, je ne veux pas dire que les gens en région sont en retard par rapport à ce qui se fait dans les villes, mais en général, on peut observer une certaine résistance conservatrice, entre guillemets, là, face aux projets délirants des villes comme Paris avec Anne Hidalgo, Valérie Plante, bon, à Montréal. Donc, il y a quelque chose d'étonnant. Mais c'est ça, la propriété unifamiliale, ça sort d'où? Pourquoi s'attaquer aux maisons finalement? Est-ce qu'on veut s'attaquer aux grosses maisons, comme on dit au Québec, aux grosses cabanes de ces Julie Snyder et compagnie? Est-ce que ces grosses cabanes, est-ce qu'elles drainent trop d'eau par rapport à. Il y a quelque chose quand même qu'on ne sait pas encore. Peut-être Libremédia, un jour, ira faire un reportage directement sur le terrain. Donc, on sent qu'il y a des éléments, c'est ça, qui sont très, très locaux, mais c'est très gros. C'est qu'on est carrément devant un programme qui est anarchisant, euh, en tout cas, du moins socialisant. On croirait carrément lire des penseurs du socialisme et de l'anarchisme en lisant, je le répète, le rapport de cet événement ultra, mais ultra officiel auquel tous les organismes de la société civile ont participé. Donc, encore là, c'est pas un truc, c'est pas un concert punk à l'anti à Québec. Là. On est devant une table qui réunit le PLC, le PQ, l'association touristique. Donc, c'est pas normal non plus que des acteurs aussi officiels avalisent et ne réagissent pas, là, c'est-à-dire à ce genre de propositions, que ça passe dans le beurre d'une certaine façon. Après ça, ce ne sont que des suggestions, elles n'ont pas été adoptées, c'est pas un programme. Mais quand même, retrouver des propositions comme, disons, diminuer la possession personnelle, donc la propriété privée, c'est vraiment étonnant, là. Les îles de la Madeleine sur la voie de l'écosocialisme, point d'interrogation, un article de Jérôme Blanchet-Gravel à lire au www.libre-media.com. Et dans cette deuxième partie du balado de cette semaine, nous avons la joie d'être en compagnie d'un investisseur et spécialiste des questions économiques canadiennes, américaines et même du Bitcoin, Jonathan Hamel. Jonathan, bonjour. Oui, bonjour. Alors, Jonathan Hamel, aujourd'hui, vous vous joignez à nous et on est très heureux pour justement bénéficier de votre expertise sur plusieurs sujets, notamment la question économique aux Canadiennes, qui, on le sait, est très liée à l'économie américaine, notamment en ce qui a trait au taux d'intérêt qui refuserait de baisser là, pour faire, d'une certaine façon, aller contre les désirs de certains chroniqueurs politiques canadiens. Il refuse de baisser. Alors, parlez-nous un peu, là, pouvez-vous nous dresser un portrait de la situation actuelle? Oui, donc le contexte économique, je te dirais généralement similaire aux États-Unis qu'au Canada. Là. C'est en fait qu'on est dans un mode où l'économie de très faible croissance, avec, je te dirais, une inflation qui demeure retranchée. Donc, on ne veut pas retourner. On a beaucoup de misère à retourner dans la fourchette, disons, là, autour des 2%. Pour ce qui est la cible des banques centrales généralement occidentales. Donc, juste les chiffres, par exemple, d'inflation du Canada, de mois en mois, tu vois, de mars à avril, ça a passé de 2,9 à 2,7%.
Mais si on regarde depuis le début 2024, en janvier 2024, c'était quand même 2,9. On a eu une petite baisse en février à 2,8, mais en mars, l'inflation de mois en mois, elle a remonté à 2,9. Donc, on a une variation de 2,9 à 2,7, je te dirais, au cours du premier trimestre 2024. Donc, il n'y a pas une baisse marquée, remarquée, disons, de l'inflation générale, combinée à une économie qui, disons, stagne. Donc, on est vraiment dans un environnement de stagflation, là, une économie qui a peu de croissance dans un environnement inflationniste. C'est un peu la même chose aux États-Unis. Il y a aussi, c'est je dirais, dans un environnement où le taux de chômage est bas. Donc, généralement, quand on est en période de crise économique, généralement, le taux de chômage augmente, ce qui incite les banques centrales à baisser les taux d'intérêt pour stimuler l'économie. Donc, actuellement, quand on regarde ces indicateurs-là, il y a beaucoup de drapeaux rouges à l'idée de baisser les taux parce que dans le fond, les banques centrales ont un gros déficit de crédibilité depuis, je dirais, depuis le début de cette crise inflationniste-là, là, en 2021, fin 2021, début 2022, où, si vous vous rappelez, on avait dit au début qu'il n'y avait pas d'inflation, par la suite que l'inflation serait transitoire, ensuite que l'inflation serait peut-être un peu plus élevée pendant un petit peu plus longtemps, puis finalement, ben là, on nous annonce que l'inflation va demeurer élevée pour un avenir prévisible, disons. Donc, on voit à quel point le narratif général a été réécrit comme ça, disons, à la petite semaine. Je vous rappelle qu'au début 2024, fin 2023, début 2024, le consensus économique là, des économistes, les prédictions, le marché en général estimait qu'il y allait avoir 7 baisses. Donc, les baisses, on parle toujours par incrément de 0,25, là, donc 25 points de base, donc 0,25 %. Donc, 7 baisses successives de 0,25 au courant de l'année 2024. Donc, aux États-Unis, actuellement, il n'y en a eu aucune. On est maintenant presque en juin. Donc, tous les baisses ont été repoussés. Je vous rappelle, vous regardez des prédictions de Desjardins au courant de l'année 2022 prédisaient que ces baisses-là allaient avoir lieu au courant de l'été 2023. Donc, on est carrément un an en retard. Même encore, qu'est-ce qui il n'y a explique aucune un baisse. peu ce décalage entre les prévisions et la réalité? Est-ce qu'on est au Québec, ce qu'on remarque souvent, là, et je pense qu'il y avait certains économistes qui s'étaient prononcés en ce sens-là, c'est que l'économie canadienne était beaucoup liée justement à l'optimisme et même les rendements des différents gestionnaires de portefeuille sont liés à l'optimisme, sont liés au fait que les gens gardent confiance et ne vendent pas et les primes entrent comme ça et qu'on aurait un environnement canadien plutôt qui porte vers tout va bien aller et donc essayer de rassurer les marchés quand au même moment, aux États-Unis, on a des gens d'une certaine façon qui font de l'argent aussi, les bears, on pourrait appeler, là, qui sont capables de faire d'investir et de vendre des portefeuilles d'investissement qui sont bâtis plutôt sur la baisse des marchés. Donc, qu'est-ce qui explique? Est-ce qu'on est dans le wishful thinking là, au Canada au niveau on pourrait dire, de l'intelligence économique ou des différents intérêts et de ceux qui font les prévisions ici au Canada? Oui, absolument. Ben, écoute, il y a une espèce, je pense qu'on a des lunettes roses. Là. On tente de vendre, de dresser un portrait qui est irréaliste, en fait, depuis facilement depuis 2020-2021, que la plupart je dirais, des acteurs de la scène économique rationnelle planifiaient, ils voyaient la montée de l'inflation, même des nobody comparativement à des économistes reconnus le disaient. Donc, de voir à un moment donné, de voir des fois justement la connaissance et justement le insight, pardon, l'anglicisme de la rue versus le marché. C'est souvent intéressant de voir la déconnexion entre les deux. Particulièrement les grandes banques. Le Canada a une grosse exposition à la dette hypothécaire. Là. Quand on combine la dette privée et publique, le Canada est un des pays les plus endettés au monde. Donc, il y a comme un intérêt, disons, à laisser sous-entendre que les taux vont baisser rapidement. Puis je pense que c'est important de le rappeler aussi. Mettons, les taux actuellement sont à 5 % au Canada, 5,5 % aux États-Unis. C'est d'aucune commune mesure des taux anormalement élevés. Là. Quand on regarde la moyenne des taux, d'ailleurs, en fait, c'est plutôt l'inverse qui est anormal. C'est qu'on a vécu suite à la crise de 2008, on a vécu pendant pratiquement une décennie avec les taux qui étaient autour de 2 %. Là. Donc, ça, c'est anormal. Quand tu regardes, dans l'histoire économique documentée qui remonte à peu près à 5000 ans, les taux ont généralement oscillé les taux à long terme, disons, ont généralement oscillé entre 5 et 7 %. Là. Donc, on est vraiment dans la moyenne. Donc, quand vous entendez des taux élevés,
c'est pas réaliste. On est aucunement dans un environnement de taux élevé. C'est évidemment que c'est élevé si vous avez emprunté au bas du marché, c'est-à-dire que lorsque les banques centrales, le taux de base était à 0,25. Donc, encore une fois, par incrément de 0,25, on parle de 20 fois plus élevé, actuellement à 5 là. Donc, c'est quand même substantiel comme augmentation, là. Oui, j'avais déjà posé la question au sénateur Tony Lofreda, justement, qui était un grand, un grand banquier canadien, qui m'avait dit que c'est allé trop loin. Mais selon vous, votre opinion, Jonathan Hamel, sur l'immigration massive, est-ce que c'est une manière artificielle de maintenir le marché immobilier extrêmement haut, selon vous? Est-ce que c'est arrangé avec le gars des vues? D'un côté, ces taux d'intérêt disons, normaux, qui font en sorte, qui devraient avoir un impact baissier sur le marché immobilier versus l'augmentation de la demande vient pallier un peu et stabiliser le marché immobilier dans un contexte où il devrait y avoir naturellement des baisses. Donc, est-ce que vous voyez ces politiques d'immigrationnisme qui boostent la demande du marché immobilier? Y a-t-il un lien direct ou est-ce que c'est un peu, c'est aller trop loin, là, les politiques ne sont pas capables je d'aller dirais aussi que loin que ça? ça fait partie des facteurs. D'ailleurs, vous pouvez lire l'économiste de la Banque nationale, Stéphane Marion, a écrit un très bon papier là-dessus, là, dans l'effet que justement l'immigration très élevée au Canada, on parle de quoi, d'1 million presque d'immigrants par année, en proportion aux États-Unis, je pense que ça serait comme une dizaine ou 15 millions. C'est incroyable la différence, là, donc en proportion par rapport à la population du Canada. C'est sûr que ça a un impact entre guillemets positif sur le PIB par habitant, parce que dans le fond, c'est ça, dans le fond, t'augmentes la population, donc la dette, la dette a l'air moins pesante, entre guillemets, plus que la population Parce qu'elle est augmente. répartie, ouais. Ben exactement, sur plus de gens. Il y a eu pendant plusieurs années, je disais, une partie de la croissance économique venait directement de l'inflation, pas de l'inflation, de l'immigration. Ça a été démontré. Il y a plusieurs économistes également qui disaient la même chose. Le problème de l'habitation, c'est facile de mettre le doigt sur l'immigration, mais c'est clairement pas c'est lié. Là. Il y a clairement un problème on n'est pas capable de construire des unités dans des villes. D'ailleurs, hier, j'étais avec un promoteur immobilier que j'ai rencontré un peu par hasard, et pas un gros promoteur, un genre des gens qui bâtissent des petites unités. Et il faut comprendre que ces gens-là ont aucune opportunité de bâtir, disons, des 8 ou 15 ou 16 logements, là. C'est généralement les très grands promoteurs qui ont l'occasion de faire des développements au complet parce que c'est les seuls, disons, qui sont capables de se plier à la réglementation très restrictive en termes de logements sociaux, etc. Donc, il y a tout un des intérêts entranchés dans les grandes villes, disons, et même dans les plus petites maintenant, là, c'est vraiment un cancer qui s'est réparti partout au Canada, où c'est très difficile de construire des unités d'habitation. Donc, nonobstant l'augmentation, oui, il y a une augmentation de la population via l'immigration. Ça, je pense que c'est un sujet à part. Mais disons, la pression sur le marché immobilier et entre guillemets, la crise du logement, ça vient directement d'un environnement réglementaire beaucoup trop restrictif qui empêche et c'est drôle de voir à quel point tous les partis politiques, mettons, à l'Assemblée nationale, sont d'accord pour mettre plus de barrières encore à la construction. On pourrait dire, pour faire bref, c'est quasiment même la gauche extrême fait le jeu du grand capital, d'une certaine façon. Ben, écoute, c'est quand même incroyable parce qu'on vient d'adopter, tu sais, ils appellent ça, je pense, la loi Françoise David. Là. Moi, je ne veux pas avoir aucune loi qui porte le nom de Françoise David. Ça me fait peur, disons, d'emblée. Mais c'est définitivement, et il faut vraiment faire de l'éducation là-dessus. Quand vous entendez les gens parler de la crise du logement, c'est littéralement une crise bureaucratique où, justement, des planificateurs centraux dans les grandes villes et même les petites dictent les gagnants et les perdants du marché immobilier, là. Donc, ces taux d'intérêt là, qui refusent les banques centrales qui cherchent une nouvelle crédibilité, justement, en maintenant les taux assez élevés et en faisant fi des pressions politiques, comme on a pu voir notamment au Canada. Selon vous, justement, on est lié au Canada. Le marché immobilier est très important, joue une partie importante de l'économie canadienne. Selon vous, on peut avoir affaire à une bombe à retardement à court terme, selon vous? Ben, en fait, c'est démontré, c'est que ce qui s'est passé, c'est que pendant les années, comme je pense que c'est 2021, le gouvernement Trudeau, en fait, la dette a doublé en moins de 3 ans. Là. Je pense que ça, il faut être conscient. Là, la dette a doublé en moins de 3 ans. En proportion, c'est du jamais vu en temps de paix, là, dans un pays comme le Canada, dans un pays industrialisé. Donc, c'est absolument pharaonique de voir
faramineux de voir l'étendue et la croissance rapide de la dette. Et malgré le fait qu'ils disent, en proportion du PIB versus les autres pays occidentaux, la dette est plus basse. Mais c'est pas tellement ça, c'est l'augmentation, je dirais c'est la cadence et la direction dans laquelle le Canada est actuellement engagé qui est vraiment inquiétant. D'ailleurs, la plupart de cette dette-là, on parle d'à peu près 400 milliards qui a été emprunté dans ces années-là à un taux historiquement bas de 0,25, mais qui a été emprunté à court terme. Donc, on parle des emprunts de 1, 2, 3 ans. Donc, comment ça fonctionne? Dans le fond, la dette gouvernementale, c'est pas juste une grosse dette, c'est une série d'émissions différentes. Là. Donc, de manière agrégée, disons, cette dette-là entière, elle est composée de dettes à différentes maturités. Donc, il y a des dettes qui expirent cette année, il y en a qui expirent dans 10 ans, dans 20 ans, et généralement à des taux d'intérêt différents. Donc, l'intérêt d'emprunter à long terme, quand les taux sont bas, c'est que tu vas économiser sur les coûts d'intérêt. Donc là, actuellement, c'est que le gouvernement fédéral doit racheter, parce que dans le fond, la dette, quand elle vient à échéance, là, il y a 414 millions qui vient à échéance cette année, milliards, pardon, ben, le Canada doit réémettre de la dette pour racheter cette dette-là, et la dette qui est réémise pour rouler la dette en avant. Par exemple, quand vous financez votre hypothèque, c'est exactement le même principe, ben, c'est fait à un taux qui est beaucoup plus élevé. Et à l'heure actuelle, là, dans l'exercice 23-24, c'est 54 milliards de dollars qui vont être payés en frais d'intérêt. Et ça, c'est autant que tout la TPS collectée au Canada. Écoute, c'est une figure absolument hallucinante, Francis. Donc, on peut s'attendre. Quelles conséquences, selon vous, on va devoir faire face là, comme économie? Parce que justement, vous avez parlé de la crédibilité des banques centrales qui auraient, de certaine façon, baissé depuis la crise de 2008, justement, en essayant de pallier aux différentes dépenses faramineuses des gouvernements. Mais on a pu penser aussi que les banques centrales avaient continué à baisser durant la crise COVID, pour justement permettre ce surendettement-là des gouvernements. Donc, il y avait, d'une certaine façon, un canal de communication privilégié entre la volonté du premier ministre et le président de la Banque centrale. Est-ce que vous pensez que ça peut revenir? Qu'est-ce qui explique le fait que la Banque centrale du Canada n'obéit plus, comme elle l'a peut-être fait, à Justin Trudeau et à son gouvernement? Ben là, parce que la Banque centrale du Canada, sa mission première est d'avoir une stabilité des prix et de maintenir la valeur de la monnaie en général. Donc, à l'heure actuelle, d'ailleurs, c'est une mission à laquelle ils ont failli en 2020-2021. D'où l'inflation. D'où l'inflation, parce que dans le fond, il y a une dynamique importante derrière ça, c'est que le gouvernement Trudeau a tellement émis de dettes sur le marché, parce que quand, mettons, le gouvernement Trudeau a besoin d'emprunter pour X raisons, cette dette-là, elle est vendue sur les marchés. Donc, généralement, il y a un syndicat bancaire. Là, des grandes banques canadiennes vont prendre l'allocation totale de, mettons, 20 milliards et ils vont distribuer ça à travers des acheteurs là, institutionnels, etc. Donc, il y a quand même une limite que le marché peut digérer cette dette-là. Et ce qui fait en sorte qu'il y a une dynamique, disons, mathématique dans les bons du Trésor, c'est que quand il n'y a pas de demande pour une dette, ben, le prix baisse, c'est inversement proportionnel au prix d'un bon et son rendement. Donc, on le yield en anglais, donc le taux d'intérêt, entre guillemets. Là. Donc, s'il n'y a pas d'intérêt pour une dette, ben, s'il n'y a pas de demande pour une dette, là, d'offre, disons, pour l'acheter, ben, généralement, le prix baisse pour attirer plus de vendeurs. Donc, il y a une dynamique d'offre et de demande, ce qui fait en sorte que le taux monte. Le taux monte, ça a un effet direct, justement, sur la politique de la Banque centrale. Donc, pour pallier à ça, la Banque du Canada, à peu près, la Réserve fédérale américaine a fait de même, là, c'est que la banque rachète elle-même cette émission-là avec de l'argent fraîchement imprimé. Ils vont dire que non, là, mais c'est vraiment juste, je te dirais, une manipulation comptable. Donc, imaginez-vous que la limite normale d'un gouvernement dépensier comme ça devrait être le signal de marché que la dette ne trouve pas preneur et le taux d'intérêt monte sur les marchés. Alors ça, c'est empêché justement par la Banque du Canada qui empêche, qui rachète la dette qui ne trouve pas preneur sur les marchés, permettant ainsi au gouvernement de s'endetter non seulement au-delà de ses moyens, mais au-delà de ce que le marché pourrait normalement tolérer. Donc ça, c'est une espèce de pièce de théâtre qu'il faut, quand vous entendez, tu sais, que le gouverneur de la Banque du Canada, il est indépendant. Ben, s'il avait réellement été indépendant, la Banque du Canada n'aurait pas déployé cette mesure-là. Il aurait laissé le marché dicter
le prix de la dette canadienne au cours de cette période où la dette a essentiellement doublé. Oui, c'est ça. Donc, cette bombe à retardement, si elle explose, quels effets concrets on peut avoir là, dans notre vie de tous les jours, selon vous? Ben, les effets concrets, c'est que actuellement, ce qui est absolument fascinant, c'est on aurait pensé, tu sais, je pense que l'erreur qu'on fait comme observateur politique en général, c'est que le commun des mortels, la plupart des gens pensent que c'est des gens rationnels qui prennent des décisions, une espèce de conseil d'administration désintéressé, qui regardent l'économie et la société avec des espèces de gros écrans et des boutons et des manettes et qui tentent de prendre les meilleures décisions. Or, on voit spécifiquement à la sortie de la pandémie, le gouvernement Trudeau aurait dû normalement dire, bon, OK, là, on veut dire, c'était une situation exceptionnelle, exagérée entre nous, mais voici, on va revenir vers la voie de l'équilibre budgétaire. Or, il persiste dans cette voie dépensière-là en annonçant de manière perpétuelle des nouveaux programmes et il n'y a aucune remise en question de cette trajectoire-là. Et ça, c'est absolument fascinant, là, parce que c'est pas possible d'avoir ce genre de stratégie-là en tant que, mettons, de chef de famille, en tant qu'individu pour vos finances personnelles, en tant que, mettons, entrepreneur ou gestionnaire de fonds. Donc, il y a juste un État qui possède une banque centrale qui permet de s'endetter au-delà de sa capacité, qui est capable de maintenir ça. Et le fait que, dans le fond, ben lui, il est au pouvoir indirectement jusqu'à la fin 2025. Donc, on est vraiment... le Canada, actuellement, premièrement, on est la risée du monde occidental. Il faut voyager un peu pour voir qu'au niveau politique et social, on est devenu un peu comme la risée du monde occidental, alors qu'avant, on était, je pense, respecté par pas mal tout le reste de la planète. Donc, c'est absolument fascinant de voir dans quelle direction on est. Et malgré tous les signaux d'alarme amenés, je regarde Pierre Poilievre fait un excellent travail de souligner tout ce travail de démolition-là de ce gouvernement-là. Mais il y a peu de recours, principalement parce que le gouvernement va rester en poste jusqu'à la fin 2025. Et donc, dans le concret des gens, c'est plus de pauvreté, moins de programmes. On peut penser que l'abolition de certains programmes qui va peut-être éventuellement être obligée là, pour rassurer les marchés et stabiliser l'économie canadienne. Ouais. Selon vous, est-ce que, on va avoir... est-ce qu'il y a un lien? On voit, par exemple, les taux de pauvreté, l'incapacité. Vous avez mentionné aussi, par exemple, la difficulté que peuvent avoir les petits entrepreneurs, notamment dans la construction immobilière, à se débrouiller dans un environnement de plus en plus régulé. Pensez-vous que l'économie canadienne va finalement ralentir et le taux de chômage augmenter et voir vraiment de la pauvreté là, dans les rues? Là, on commence à en voir un peu partout dans les grandes villes. À Montréal, ça se voit déjà. Des campements et tout ça, les problèmes de drogue, la pauvreté en général. Est-ce qu'on doit s'attendre à une aggravation de la situation selon vous? Oui, ben en fait, il y a plusieurs facteurs là-dedans, mais le facteur principal de l'augmentation de la pauvreté, probablement, je pense qu'il y a quand même un fléau de cocktail, disons, mortel, de maladies mentales, de manque d'institutionnalisation, de gens pris avec des troubles mentaux qui circulent dans les rues, avec de la drogue qui est, je pense... je lisais là-dessus, je pense qu'il y a des prix historiquement bas là, pour la drogue de rue, etc. Donc, ça va un peu contraire à l'inflation de tout le reste, mais apparemment, écoute, c'est l'état des choses. Et l'inflation, il faut réaliser à quel point c'est une taxe absolument, c'est une taxe qui n'est pas votée et c'est une attaque sur les plus pauvres de la société. Parce que, écoute, la plupart des gens les plus riches ont les moyens, par exemple, je veux dire, moi, j'ai fait des placements dans la dernière année qui m'ont profité. Tu sais, l'environnement inflationniste profite aux gens qui ont des actifs, qui sont capables d'allouer ces actifs-là en fonction de l'environnement inflationniste. Alors que les plus pauvres, ben, tu sais, le pain est passé de 2,80 à 4,25. Tu sais, donc, alors qu'ils ont le même, disons, le même argent disponible pour acheter un nombre plus petit de denrées. On a entendu beaucoup de familles qui doivent faire des choix à l'épicerie. Donc, tout ça, dans le monde réel, l'inflation des prix, ça a un impact sur la vie des gens. C'est quelque chose parce qu'on nous explique justement, on nous raconte que l'inflation nous attaque, nous est tombée dessus un peu comme une plaie d'Égypte. C'est arrivé comme le printemps, ça, l'inflation, là. Donc, il faut vraiment contester cette lecture-là pour dire non, c'est vraiment le produit de l'endettement excessif des dernières années.
parce que cet argent-là s'est retrouvé directement dans l'économie. Contrairement à 2008, où la plupart, justement, de l'influx de capitaux avait été dans des réserves bancaires, etc., pour stabiliser le système, alors qu'en 2020-2021, même 2020, jusqu'en 2022 au Canada, l'hystérie ici, elle a duré pratiquement 3 ans. Là. Donc, cet argent-là, les subventions aux entreprises, on est encore en présence, je disais, non seulement au fédéral, mais au provincial. Regardez au provincial, on voit des entreprises qui ferment ses portes, alors qu'on finance à même les fonds publics des projets énormes là, d'usines de batteries qui sont financées selon des ratios incroyables avec de l'argent public. Donc, on dirait qu'il y a une espèce de situation dystopique où l'argent n'a plus aucune raison. Que ce soit 100 milliards ou 10 milliards, les gens portent plus vraiment attention. Tout coûte plus cher et on dirait qu'il y a... En fait, je pense que c'est ça le piège, c'est qu'on s'habitue à cette situation-là et que justement, on accepte le fait que des gouvernements, tant par exemple le gouvernement Legault que Trudeau, n'ont aucun plan de retour à l'équilibre budgétaire. Là. Ça, c'est... ceux qui appellent quand même la CAQ un parti de droite, qui est quand même dirigé, le ministère des Finances du Québec est dirigé par un ancien banquier, là. C'était l'ancien numéro 2 ou 3 de la Banque nationale, qui n'a aucun plan de retour à l'équilibre budgétaire. Là. C'est absolument incroyable. Oui, exactement. De un, aucun plan pour l'équilibre budgétaire et de deux, ses propres prévisions budgétaires dans un budget lui-même déficitaire prévoyait, pouvait balancer, entre guillemets, avec des prévisions de baisse de taux d'intérêt, là, avec d'une manière un peu avec sa boule de cristal. Parlez-nous un peu justement de comment la CAQ, à la fois en termes économiques, mais aussi au niveau politique, là, est un peu désespérée en ce moment-là. Elle tire de tous les côtés. Oui, ben, la CAQ tire de tous les côtés. D'ailleurs, l'exemple, je pense, c'est l'espèce de réglementation là, qu'ils veulent pour limiter les expulsions dans les logements. En fait, il faut comprendre que le narratif général de la crise du logement, qui est principalement dirigé par des acteurs même je dirais de l'extrême gauche, là, de l'espèce de complexe militaro-industriel des ONG pro-locataires, pro-chômeurs, etc. Donc, tout ça, il y a une espèce d'aversion au libre marché et au capitalisme en général, donc dans la propriété privée. Donc, le narratif est que tu as comme une espèce de caste d'investisseurs propriétaires véreux qui tentent de profiter des locataires là, jusqu'à la dernière scène. Là. Or, ben, si c'était vraiment réellement payant, ben, tout le monde aurait, n'importe qui a un peu de capital investirait dans les logements. Or, personne ne le fait ou presque. Pourquoi? Ben, il y a une raison derrière ça. Donc, je pense que c'est important de remettre ça en question et de voir qu'un parti comme la CAQ, qui est quand même venu au pouvoir en remplacement des libéraux qui avaient aussi divergé vers la gauche quasi radicale, je dirais, environnementale militante, se présentait comme un parti, disons, plus modéré, plus centré sur l'économie. Donc, il y avait un discours, je te dirais, plus du gros bon sens, entre guillemets. Donc, on a complètement écarté cette vision-là pour revenir à la belle grande vision du Québec étatique, mur à mur, du Parti québécois. Donc, le Parti québécois, en fait, dans le fond, il y a un seul parti à l'Assemblée nationale. Là. C'est une espèce de mix de PQ, QS et PLQ, là, avec un petit peu de wokisme au travers, mais il y a un consensus absolument débilitant dans cette enceinte-là qui fait honte là, à l'histoire du Québec. Là. Jonathan Mel, est-ce que la classe politique est véritablement consciente de ce que vivent un grand nombre de Québécois avec l'inflation et tout ça? Par exemple, bon, on sait que la technocratie est composée de gens qui, financièrement, sont à l'abri de toutes ces intempéries économiques. Là. Le Journal de Montréal a révélé récemment, en faisant d'ailleurs dans le Libre Média, que 689 fonctionnaires québécois gagnaient plus de 200 000 par année. Donc, il y a un grand nombre de gens à la tête de l'État qui, finalement, c'est ça, vivent dans une sorte de safe space économique. Donc, pour vous, le gouvernement Legault et sa gang, sa caste, sont-ils conscients de ce qui se passe ou ils tiennent finalement ou finalement on est indifférent à la situation? Comment vous voyez ça à l'intérieur là, du gouvernement? Ben, moi, je pense que la plupart de... Moi, je les mets tout ensemble, là, PQ, QS, PLQ. Je pense qu'ils font tous partie... c'est ce que j'appelle le régime avec un R majuscule. Tu peux ajouter à ça les médias, les chroniqueurs stipendiés, tout ce beau monde-là voit ce qui nous affecte un peu comme une espèce de plaie d'Égypte. C'est passager.
et en répétant les mêmes paroles. J'ai beaucoup aimé ton intervention, je pense que c'était à Radio Pirate ou tu l'as fait aussi sur les ondes de Spotscati, en disant que ces politiciens-là en fait, ils sont pris en 2014. Ils répètent exactement les mêmes lignes depuis 10 ans. Ils sont complètement déconnectés. Donc, on voit actuellement que je pense que il y a un virage à droite. J'aime pas tellement utiliser la gauche et la droite là-dedans parce qu'il y a des gens plus à gauche qui vont voter conservateur aux prochaines élections, précisément parce qu'ils sont absolument tannés de ce discours-là moralisateur, alors que les gens et les familles, les entreprises font face à des réels problèmes économiques et sociaux dans les petites comme les grandes villes. Et on sent pas qu'il y a il y a une écoute et une prise de conscience du régime avec un R majuscule. Au contraire, il double la mise sur des débilités qu'on voit tous les jours dans les médias, qui sont pratiquement des médias satiriques maintenant. Là. Donc moi, je pense dans le fond, c'est un peu une pièce d'attente. Est-ce qu'ils le savent? Peut-être quelques-uns pensent, je te dirais, tout bas, qu'il faudrait peut-être changer le navire de direction, mais en général, le consensus, là, ils se battent tous pour la même place sur l'échiquier politique et partagent essentiellement tous les mêmes positions. Oui, donc on est loin de réveil à Javier Milei en Argentine. Ben, d'ailleurs, qui est un événement incroyable. On a un précédent. Écoute, on va toucher du bois si la révolution Milei se poursuit et se matérialise jusqu'à la fin. Et on voit déjà des bénéfices sur la baisse de l'inflation, le logement a été déréglementé. Donc, il y a tellement de, pardonnez-moi l'anglicisme, il y a tellement de upside à une déréglementation et à une libéralisation de l'économie que, dans le fond, ça peut montrer à quel point ça peut être efficace dans des des économies comme le nôtre aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Argentine, il y a une centaine d'années, c'était un des pays les plus riches au monde. Là. L'expression riche comme un Argentin, ça vient pas de nulle part. Donc, c'est la route de la servitude comme ça, de l'accroissement du rôle de l'État, du mépris de la propriété privée, de la société civile. En fait, on l'a vu, là, tout ce qu'on a vu dans les dernières années, ce ne sont que des symptômes de cet accroissement-là de la place du régime dans la vie de tous les jours des citoyens. On l'a bien vu avec... D'ailleurs, ça, je pense que c'est quand même un signal. J'ai bien aimé votre intervention sur l'histoire des îles de la Madeleine. Je pense qu'il y a un certain réveil. Est-ce que c'est... Je pense qu'il faut en prendre et en laisser. Est-ce qu'il voulait faire avec ça une espèce de projet pilote de société de contrôle? Je pense que c'est juste des espèces de technocrates sur une espèce de power trip qui veulent utiliser leurs fonctions à levier le plus rapidement possible dans les juridictions qu'ils contrôlent. Mais il y a quand même là un signal des citoyens qui disent non à ça. Et moi, je trouve ça c'est extrêmement positif. Et on voit, je sais pas si tu vois, sur les médias sociaux, il y a des gens qui commencent à aller dans les conseils de ville à Montréal et filmer littéralement les interventions. Et je pense que ça c'est un signal intéressant. Là. Moi, je suis assez enthousiaste quant aux prochaines années de voir une espèce de certain réveil de la population. Mais justement, ce réveil-là, est-ce qu'on doit attendre, selon vous, d'avoir atteint la même situation dramatique qu'en Argentine avant qu'il y ait un réveil? Ou est-ce que par volonté politique ou avec des bons gouvernements, on peut rétablir la situation avant qu'on atteigne ce niveau de pauvreté qu'a atteint l'Argentine, selon vous? Ben, on voit déjà des effets... tu sais, je pense que l'inflation, les gens ont remarqué. Là, quand le melon d'eau est à 12 à l'épicerie, c'est quand même jamais arrivé, ça. Là. Donc, c'est quand même des choses qui sont relativement abondantes, mais avec toute la chaîne d'approvisionnement et l'augmentation des prix en général, vous avez vu des denrées comme le café, ça a explosé, le cacao. Donc, c'est des choses qui, je pense, dans la vie de tous les jours, les gens vont remarquer. Mais il y a vraiment, je pense, le cancer qui ronge la société civile qui est pratiquement inexistante au Québec, c'est l'absence de débat. L'absence de débat est maintenue par le régime, dans lequel j'inclus les médias stipendiés. Et c'est vraiment important le rôle de médias comme Libre Média, tous les petits médias indépendants, les gens qui s'expriment aussi de manière sur les réseaux sociaux, qui brisent un petit peu le narratif politiquement correct. Parce que c'est le boulet sur lequel on est attaché, là. Cette espèce de faux unanimisme là, imposé par le régime, ben ça, on va en venir à bout en perçant l'armure justement de la censure avec des médias comme Libre Média et plus de débats. Puis, tu sais, je remarquais en France où
D'ailleurs, c'est un peu, je pense, le constat de mon voyage. J'ai fait un voyage à peu près 3 semaines en France et malgré, écoute, Jérôme, t'es allé souvent, je sais pas pour toi, Francis, mais tu sais, malgré la situation politique, économique, sociale, bon, les Français ont des problèmes bien à eux qu'on tente souvent d'importer ici. Là. Toutes les mauvaises idées européennes sont souvent importées au Québec. Or, malgré ça, il y a quand même un débat qui est beaucoup plus sain. Tu sais, tu regardes sur les plateaux de télé, mais je regardais aussi dans les pubs, dans les cafés. Je veux dire, les gens sont vocaux, puis les gens ont une existence parallèle à, je te dirais, la présence étouffante du régime. Les gens ont décidé que malgré ça, ben on va vivre. Ce que je trouve qu'on a perdu au Québec, on est comme carrément étouffé par ce régime-là, puis tous les aspects de nos vies sont contrôlés en passant par les loisirs, le sport, la culture. Tout est vraiment pris tout est, je te dirais, est à la portée là, des tentacules là, du Léviathan, du dôme québécois. Là. Alors, ben, sur ces belles paroles de louange envers Libre Média et nos efforts pour amener un peu plus de débat dans cette société qui est la nôtre, que nous allons nous laisser. Jonathan Hamel, je rappelle que vous êtes investisseur, homme d'affaires et spécialiste des questions économiques canadiennes et américaines. Et nous étions réunis pour parler de la situation. Bon, on laisse à nos auditeurs de juger de la gravité de la situation. Alors, Jonathan Hamel, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Libre Média, c'est beaucoup plus qu'un site web. C'est votre porte d'entrée dans l'univers médiatique. À Libre Média, nous croyons qu'il faut vous donner les moyens d'accéder aux informations qui comptent pour vous. Gardez une longueur d'avance grâce à nos analyses approfondies et à notre couverture exhaustive. Pour tous les détails, visitez notre site web au libre-media.com. Aimez, partagez, abonnez-vous dès maintenant. Libre Média, parce que vos choix sont importants. Donc, Jérôme, vidéo cette fois-ci, une belle entrevue dans l'émission Les Grandes Entrevues avec Jérôme Blanchet-Gravel que tu as réalisé avec Jocelyn Coulon, qui revient dans son livre et ses mémoires, là, puisqu'il s'agit véritablement de ses mémoires. Jocelyn Coulon revient sur sa prolifique carrière de journaliste et de conseiller politique. Alors, cette entrevue intitulée « Le déclin du Canada face à la montée des BRICS ». Alors, parle-nous un peu, là, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette entrevue, Jérôme? Oui, Jocelyn Coulon, qui est un des observateurs de la scène internationale les plus avertis au Canada, mais surtout des plus libres. Hein. Jocelyn Coulon est vraiment un observateur libre. Donc, on a besoin de ces esprits libres pour nous éclairer véritablement, parce qu'il faut sortir des sentiers battus, on le sait, pour analyser, faire des analyses, en fait, qui sont véritablement objectives et qui ne sont pas teintées de tous les courants idéologiques qu'on connaît. Donc, j'ai interviewé Jocelyn Coulon aux grandes entrevues à l'occasion de l'apparition de ses mémoires, Le cours de l'histoire. Il publie ça aux éditions Somme toute, Le Devoir. Et l'axe principal de l'entrevue que j'ai choisi, mais que lui-même, que j'ai choisi sur la base de son parcours, hein, dont il parle dans son livre, c'est l'axe Canada-BRICS, hein, finalement les fameux BRICS qui sont, on le rappelle, c'est un acronyme pour désigner Brésil, Russie, Inde, Chine, South Africa, donc Afrique du Sud. Mais les BRICS, c'est beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, on parle aussi de Sud global, donc qui est une notion aussi assez fourre-tout, là, donc qui inclut finalement tous les pays de l'ex-tiers-monde. Je sais que c'est une notion qui est rendue péjorative. Moi, j'utilise encore tiers-monde. Là, c'est un peu comme amérindien qu'il ne faudrait plus dire. Maintenant, il faut dire autochtone. Bon, donc on est passé d'indien à amérindien à autochtone. Est-ce qu'il va y avoir un terme après autochtone? On ne sait pas. Bref, vous avez compris le principe. Regardez l'entrevue parce que d'abord, les commentaires sont très positifs. C'est une entrevue qui nous permet d'apprécier, si je peux dire, enfin, de déplorer le déclin du Canada sur la scène internationale, parce que Jocelyn Coulon, c'est quelqu'un, bon, vous le savez aussi, c'est un ex-journaliste, c'est un chercheur indépendant. Il a été conseiller du ministre des Affaires étrangères, Stéphane Coulon, en 2016-2017. Donc, il a vu de l'intérieur, si vous voulez, le prolongement du déclin du Canada sur la scène internationale de l'intérieur du gouvernement Trudeau. Bon, parce que lui, il estime que ce déclin a commencé avec l'élection des conservateurs. Donc, en tout cas, je vous laisse quand même aller voir l'entrevue. Mais il a vu, il a été aux premières loges de ce déclin.
Euh, c'est intéressant parce que ses mémoires, c'est un peu une revue, finalement du Canada sur la scène internationale dans les 50 dernières années à travers son autobiographie, là. Donc, vous avez compris le principe. Allez voir l'entrevue parce que c'est ça, Jocelyn Coulon est un des observateurs les plus, euh, les plus intéressants, je dirais, francophones de la scène internationale au Canada. Le déclin du Canada face à la montée des BRICS, à voir dans les grandes entrevues avec Jérôme Blanchet-Gravel sur la chaîne YouTube de Libre Média. Alors, un dernier article que nous allons traiter ensemble, puisqu'il y a plusieurs autres articles. On n'a malheureusement pas le temps d'en discuter ici même. Un article publié sur Libre Média ou libre-media.com. Tunisie, de la prison pour 2 chroniqueurs ayant critiqué le pouvoir. Alors, parle-nous, quelle est la situation actuelle là, en Tunisie? Ben écoute, la situation actuelle, disons, elle est complexe. Moi, je ne suis pas un expert de la Tunisie. Par contre, j'avais compris que la Tunisie est un peu le pays le plus européen du Maghreb, hein. Donc, c'était considéré jusqu'à très récemment comme l'un des pays maghrébins les plus libres, où finalement on avait un mode de vie qui était assez près de celui de l'Europe, du moins dans les grandes villes comme Tunis. Donc, je ne veux pas caricaturer, mais ce n'est pas l'Algérie. La Tunisie, c'est un petit pays, bon, en dessous de l'Italie, où c'est ça, on vivait un peu intellectuellement à l'européenne. Et donc, il y avait un espace, bon, relativement grand, où on pouvait s'exprimer librement. Et depuis quelques mois, en fait, on assiste carrément à un déclin, disons, à une régression de la liberté de presse et carrément des chroniqueurs là, qui sont poursuivis. Et 2 chroniqueurs connus récemment ont été carrément emprisonnés. Enfin, disons, la sentence les a condamnés à 1 an de prison. Donc, on retourne en fait vers des patterns là, des années 60, 70, etc. Donc, ce sont un peu de mauvais souvenirs forcément pour la population. À tel point que l'ONU, quand même, a condamné, en fait, le Haut Commissariat de l'ONU a condamné l'intimidation des avocats en Tunisie et le climat de, on va pas dire un climat de peur, là, mais le climat de répression envers la classe médiatique et la classe juridique. Donc, c'est absolument, c'est loin d'être banal. Et il y a un décret présidentiel qui serait à l'origine de tout ça, donc de cette attaque menée contre la liberté de presse. Et je vais essayer de revenir là-dessus, Francis, là, dans les prochaines semaines. J'ai des contacts en Tunisie là, bien placés avec qui je vais essayer de m'entretenir pour bien comprendre la situation. Mais déjà, on voit que les signes ne mentent pas. Donc, et toute la question de la désinformation, hein. Pourquoi je voulais parler de tout ça? Parce que, évidemment, c'est on s'attaque aux fausses informations, hein. C'est comme ça qu'on justifie finalement la restriction de certaines libertés journalistiques et intellectuelles. Donc, toujours au nom de la désinformation, c'est là que l'État va venir s'ingérer, si vous voulez, pour contrôler l'information. Désinformation, c'est un concept, moi, je trouve dangereux. On sait qu'il y a beaucoup de fausses nouvelles qui circulent, de véritables fausses nouvelles. Quand on dit que la Terre est plate, par exemple, disons, c'est une fausse information. Donc, la désinformation, oui, c'est un risque. Il y a beaucoup de propagande aussi dans la guerre en Ukraine, depuis Gaza. On sait qu'il y a de plus en plus de montages, de deepfakes. Tu sais, on est effectivement à une ère de brouillage. Il y a une sorte de confusion qui se crée à divers niveaux dans l'information. C'est vrai, mais c'est un concept que les gouvernements peuvent utiliser pour restreindre les libertés. Donc, il faut faire extrêmement attention à l'utilisation de ce concept-là, parce que c'est quoi la désinformation? Hein, évidemment. Où sont les limites? Est-ce que quand on dit que si on minimise l'action euh, de l'homme dans le réchauffement climatique, est-ce que c'est de la désinformation ou est-ce qu'il y a encore un débat là-dessus? Évidemment, la question, on l'a vu durant la pandémie, les vaccins. Si on dit que les vaccins sont
pas très efficace? Est-ce qu'on est dans la désinformation? Donc, est-ce qu'on peut faire fermer votre compte Facebook? Parce qu'il y a un rapport cette semaine au Canada, un rapport du groupe là, qui s'est intitulé Horizon Politique Canada, qui est une sorte de, on va dire, de think tank intérieur, là, du moins, je veux dire, un think tank qui est intégré au gouvernement canadien, finalement, qui fait toutes sortes de recommandations. Donc, un organisme officiel qui, dans un rapport cette semaine, s'inquiète là, vraiment de la désinformation. Encore une fois, il identifie la désinformation comme un des risques à la sécurité nationale. C'est pas la première fois qu'on entend ça. Et on s'inquiète aussi des effets de l'intelligence artificielle qui peuvent encore plus brouiller les cartes. On sait que l'IA n'est pas toujours fiable. Tout le monde a un peu testé ça chez soi avec ChatGPT pour voir que finalement, il y a des informations qui sont données là-dedans qui sont des fois ne sont pas justes. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, là? Donc, quand les gouvernements vont décider de s'attaquer à la désinformation, est-ce qu'ils vont fermer des chaînes YouTube? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Moi, je ne veux pas être alarmiste, mais il y a une tendance mondiale actuellement, depuis aussi le retour de la guerre en Ukraine, depuis la guerre en Ukraine, c'est-à-dire on assiste au déploiement de législation qui vise vraiment de plus en plus à encadrer l'information au nom, que ce soit contre les risques d'ingérence étrangère, contre des lois qui, évidemment, concernent l'urgence climatique. La loi 50 a été passée récemment, cette semaine au Québec, la fameuse loi qui va permettre au gouvernement du Québec d'obtenir des pouvoirs exceptionnels en cas de catastrophe naturelle. Mais encore là, c'est quoi? Vous voyez le risque des définitions, là, c'est-à-dire une catastrophe naturelle, c'est quoi? C'est un glissement de terrain qui concerne 40 personnes en Gaspésie? Est-ce que ça va justifier le déploiement, c'est-à-dire la suspension de certaines libertés? C'est quoi une catastrophe naturelle hier et aujourd'hui? Donc, la désinformation, c'est pareil. Donc, la désinformation, c'est-tu remettre en question ce qu'on appelle le narratif ou c'est carrément propager des fausses informations qui sont carrément fausses? Est-ce que c'est même chose pour le discours haineux? C'est quoi un discours haineux? Est-ce que c'est remettre en cause le mythe de la diversité culturelle au Canada? Si on est critique du multiculturalisme, est-ce qu'on est dans le discours haineux ou le discours haineux, c'est carrément appeler à tuer un groupe de personnes? Évidemment, pour moi, c'est appeler à tuer un groupe de personnes. Et vous voyez, hein, le glissement toujours. Même chose aux îles de la Madeleine, j'y reviens, c'était notre premier sujet. Quand on dit qu'on veut s'attaquer au luxe aux îles de la Madeleine, ben c'est quoi le luxe? Hein? Le luxe, est-ce que c'est posséder une maison de plus de 300 000? Vous comprenez qu'il y a beaucoup de gens qui tombent sous cette catégorie-là au Québec, là. Surtout avec l'inflation, l'augmentation des prix des propriétés. Donc, si le luxe pour vous, c'est d'avoir 8 skidoo, c'est pas la même chose que... Avec la paupérisation ou l'appauvrissement de la population également, le luxe commence, la barre où commence le luxe se rabaisse avec la paupérisation de la population. Donc, Exact. ouais. Donc, c'est ça. Donc, la situation en Tunisie est un autre genre de baromètre, si je peux dire, un autre genre de laboratoire qui nous permet un peu de prendre la température de l'eau. Évidemment, c'est un pays, oui, du Maghreb. Les gens vont dire, ouais, c'est quoi le lien? Oui, mais je le rappelle, la Tunisie, c'est le pays le plus européen du Maghreb. Donc, moi, je trouve que c'est extrêmement préoccupant. Je suis inquiet pour les Tunisiens. Je suis inquiet, vraiment. Et c'est ça, je vais essayer de revenir sur la situation, mais écoute, c'est pas beau parce que partout dans le monde, on assiste finalement à une régression des droits et libertés, que ce soit dans le monde arabe. Bon, le monde arabe, évidemment, a connu des difficultés beaucoup plus grandes que le monde occidental en matière de droits et libertés. C'est vraiment une civilisation qui a connu de très, très nombreux régimes autoritaires. Mais quand même, tu sais, les signes, même en Turquie, l'ingérence étrangère, ça aussi, c'est très fort. Depuis tous les États dans le monde, là, la mode, c'est de passer des lois contre l'ingérence étrangère. Ouais, mais c'est quoi être un agent de l'influence étrangère? Est-ce que c'est d'avoir un point de vue comme Emmanuel Todd pour nous dire, bon, finalement, ou Jean-François Caron qui essaie d'expliquer tout simplement les causes, les motivations de Vladimir Poutine? Si on explique objectivement les motivations de Vladimir Poutine, est-ce que c'est de de la propagande russe? Donc, encore là, qu'est-ce qui est de la propagande? Qu'est-ce qui est de l'information? Radio-Canada qui a le mandat, qui a officiellement le mandat de promouvoir la diversité culturelle au Canada, est-ce qu'on n'est pas un peu dans l'idéologie? Est-ce que c'est de l'information? Est-ce que c'est de l'information qui est filtrée idéologiquement?
Donc, ouais, moi, je ne suis pas pour la réglementation en la matière. Je pense je suis évidemment contre les fausses nouvelles, mais c'est là que tu crées une église, finalement. C'est-à-dire, quand tu désignes des hérétiques et tu dois, quand le gouvernement veut s'arroger le droit d'apposer son imprimature sur l'information approuvée ou non, c'est-à-dire ça, cette information est approuvée, celle-là n'est pas approuvée, bien là, vous allez clairement vers un régime autoritaire, voire totalitaire. Donc, on ne peut pas, en fait, il va falloir, c'est dommage, mais il va falloir composer avec la désinformation plutôt qu'essayer d'interdire la désinformation parce qu'on va se retrouver devant un régime autoritaire. C'est-à-dire qu'il va falloir faire confiance aux citoyens pour qu'ils soient capables eux-mêmes de filtrer, faire le tri finalement, comme ils font le tri au recyclage. Là, ils sont capables, je pense, d'être assez intelligents pour dire ça, c'est n'importe quoi, ça c'est plutôt fiable. Puis, etc. Évidemment, et certains vont continuer à l'échapper, il va toujours y avoir des têtes brûlées. Mais, en tout cas, je le répète, s'attaquer à la désinformation avec des législations, c'est un risque majeur pour la liberté d'expression. Et parallèlement justement à l'éducation de cette population pour être capable de distinguer le vrai du faux, il faut également être capable de distinguer le pertinent de l'impertinent et l'impertinent qui malheureusement gagne du terrain par ce que nous appelons dans ce podcast les grands enjeux. Alors Jérôme, quel est le grand enjeu de la semaine qui a retenu ton attention? Il y en a plusieurs. C'est difficile cette semaine, mon cher Francis. Ben écoute, j'ai envie de le numéro 1, là, peut-être, c'est vraiment l'article qui fait état de la naissance de 4 oisillons au palais de justice de Laval. Donc, la Bernache de Laval donne naissance à 4 oisillons. C'est un article du Journal de Montréal paru cette semaine. Donc, le descriptif, c'est depuis 1 mois, le couple de Bernache qui a élu domicile au palais de justice entrave les allées et venues du bâtiment. Imaginez-vous donc une Bernache sympathique qui entrave la circulation, en fait l'entrée des gens au palais de justice. Donc, on a cru bon de prendre une photo de cette Bernache avec ses oisillons. Ouais. Alors, avis aux intéressés des faits divers, on constate que ce journal que tu mentionnes presque à chaque semaine est rendu un expert là-dedans. Mais en même temps, on doit être capable de faire la distinction entre le vrai et le faux, le pertinent et l'impertinent. Et la prolifération des faits divers, c'est quelque chose contre lequel Libre Média est pleinement engagé. Et, oui, j'entends Mel, Francis, qui nous disait tantôt que bon, certains journaux étaient rendus satiriques au Québec, donc c'est un bon exemple. Voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou une note sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela nous aide beaucoup à faire connaître et rayonner le podcast. Vous êtes également invité à nous rendre visite au libre-media.com, sur X, TikTok, ou si vous êtes à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique, vous pouvez nous rejoindre par l'ensemble des plateformes du groupe Meta. Jérôme, bon week-end à toi. Pareillement. Et à vous tous et toutes, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode du Libre Podcast.